Le journal Geneviève Bognon. Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre à l'heure du journal. Voici les titres. Les nouveaux députés à l'Assemblée nationale ont adopté hier le règlement intérieur devant régir l'institution. C'était au cours de leur session de droit. La campagne nationale de reboisement 2024 démarre demain 1er juin. En prélude à cette campagne, le ministre en charge de l'Environnement a donné une conférence de presse hier dans la forêt Yaya, dans la préfecture de Rao. Hajj 2024, 340 des 2425 pèlerins se sont envolés hier pour la Mecque en Arabie Saoudite. Là, ils vont accomplir le 5e pilier de l'islam. Écho de ce départ dans ce journal. Et puis sport, football, 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Togo joue le Soudan du Sud le 5 juin au stade de Kégué à Lomé. En séance d'entraînement hier, le groupe des éperviers a reçu la visite du président de la Fédération togolaise de football. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Allons d'abord à la présidence de la République où le chef de l'État Faure Sozimna Nyasingbe a reçu hier en audience le général de brigade aérienne Djato Tassounti, ancien chef d'état-major général des forces armées togolaises. Admis à la retraite, le général de brigade Djato Tassounti est allé remercier le chef des armées pour la confiance placée en lui et son soutien permanent durant sa carrière avec la mise à disposition des moyens opérationnels au profit des forces de défense et de sécurité. Le président de la République, à son tour, a félicité l'officier général pour sa brillante carrière militaire et le service rendu à la nation dans l'exercice de ses fonctions. Faure Nyasingbe s'est ensuite entretenu avec le nouveau chef d'état-major général des forces armées togolaises, le général de brigade Alahare Dimini. Il l'a aussi félicité en lui souhaitant plein succès dans sa nouvelle charge. Le nouveau chef d'état-major des FAT a exprimé sa reconnaissance au président de la République pour cette nouvelle mission. Il a réaffirmé sa fidélité au chef des armées et l'engagement des FAT à assurer la sécurité de la population et à lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Avant ces deux audiences à la présidence de la République, plus tôt dans la journée, est intervenue la cérémonie de passation de commandement entre les deux hommes à la place d'armes de l'état-major général à Lomé, Angèle Huntodji. Le général de brigade Alahare Dimini a officiellement pris les rênes des forces armées togolaises lors d'une cérémonie de passation de commandement tenue hier à la place d'armes de l'état-major général. Plusieurs personnalités étaient présentes à cette cérémonie, notamment le ministre d'État, ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise, le général Yak Damhan, le secrétaire général pour l'administration du ministère des Armées, M. Monson Palawia, ainsi que des autorités civiles et militaires. Cet événement traduit la continuité et la stabilité du commandement au sein des forces armées togolaises. Et le général de brigade Alahare Dimini a été nommé à la tête des forces armées togolaises lundi dernier. Revenons sur le parcours du nouveau chef d'état-major général avec Nabara Nafara Noudar. Jusque-là, colonel au poste de directeur général de la société aéroportuaire de Lometo-Coinsalt, Dimini Alahare a été promu général et nommé chef d'état-major des forces armées togolaises FAT. Reconnu pour sa fermeté, son dévouement et son aptitude à travailler en équipe, le nouveau chef d'état-major a commandé le régiment parachutiste commando avant d'être nommé le 17 février 2021 à la tête de l'autorité de sûreté de l'aéroport international Nyasingbe-Yadema de Lomé. Ainsi, le général Dimini Alahare remplace à la tête des FAT le général de brigade aérien Tassounti Djato, nommé chef d'état-major général des FAT en décembre 2022.
De la présidence à l'Assemblée nationale, les travaux de la session de droit se sont poursuivis hier. Les députés ont examiné et adopté le règlement intérieur devant régir le fonctionnement et l'organisation de l'institution pour les 6 prochaines années, composé de 10 titres structurés en 138 articles. Ce nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale intègre des innovations afin de répondre aux questions de conformité, d'applicabilité, de sécurité juridique et de cohérence avec la Constitution de la 5e République promulguée le 6 mai dernier. Kwame Klassou, président de la commission spéciale. Contrairement à ce qui se faisait, cette fois-ci, il y aura ce qu'on appelle la navette. Il peut y avoir lieu qu'un texte de loi voté par l'Assemblée nationale soit envoyé au Sénat. Mais l'obligation, c'est que les 2 chambres doivent voter cette loi-là dans les mêmes termes. Lorsque, en deuxième lecture, les 2 chambres ne votent pas la loi dans les mêmes termes, il reviendra alors à l'Assemblée nationale de reprendre le texte et d'améliorer et de l'envoyer pour la promulgation. Ça, c'est une pratique qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire un texte de loi qui peut faire la navette entre 2 chambres. Autre nouveauté aussi, c'est que il y a certaines dispositions du nouveau règlement intérieur qui décrivent maintenant comment le président de la République, qui aura un rôle moins fort que ce que nous avons actuellement, comment il sera élu. Et le président du Conseil également, pour le fonctionnement du gouvernement, quel est le rapport entre l'Assemblée nationale et le président du Conseil, donc et le gouvernement, ont été des points essentiels. Je dirais également que le nouveau règlement intérieur, comme d'ailleurs par le passé, donne des outils aux députés de pouvoir contrôler l'action gouvernementale. Direction ministère de l'Agriculture où une cérémonie de signature de financement du programme de développement économique et social a eu lieu hier à Lomé entre le Togo et le Japon. Elle a été couplée avec la remise symbolique de dons de riz KR pour le compte de l'année 2022. Odette Pira. Ce don alimentaire d'une enveloppe d'1,750 milliard de francs CFA a été réceptionné en février dernier. Ce riz a été mis à prix subventionné à la disposition des populations, surtout les plus vulnérables, sur toute l'étendue du territoire national. Cette vente permet de constituer des fonds de contrepartie qui servent à la réalisation des projets de développement socio-économique, selon le ministre en charge de l'agriculture, Lekpa Gbegbeni. La première signature relative au programme de développement économique et social PDES est consacrée à la fourniture d'un lot de matériel agricole composé de 2 bulldozers, 2 excavateurs, 2 camions bennes et 9 tracteurs évalués à 1,2 milliard de francs CFA. Ce matériel va soutenir les efforts engagés par le gouvernement pour renforcer la résilience et les capacités productives des producteurs agricoles. Le but est de promouvoir la riziculture et de soutenir les activités agricoles des producteurs vulnérables, a déclaré le ministre Gbegbeni. Il a exprimé la reconnaissance du gouvernement togolais à celui du Japon qui, selon lui, joint l'acte à la parole à travers le renforcement de son accompagnement au Togo. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon, Ikatai Kachuya, se dit persuadé que ce soutien est opportun et tombe à point nommé. Il souhaite que les fonds générés par la vente du riz KR soient constitués pour le financement de nouveaux projets de développement. De l'agriculture à l'environnement, c'est depuis la forêt Yaya dans la préfecture de Raro que le ministère de l'Environnement et des ressources financières ressources forestières a donné hier le ton de la campagne nationale de reboisement 2024. Le ministre Foli Bazi Katari a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a fait le bilan des 3 dernières années de la campagne. Il a aussi indiqué le chemin à suivre pour le succès de la campagne qui va démarrer, Juliette Kamde. À la veille du lancement de la campagne nationale de reboisement, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières convie les Togolais à faire un reboisement utile, planter et entretenir les arbres. L'idée est d'inverser la tendance de la déforestation par un reboisement à grande échelle,
Folibazi Katari, ministre en charge de l'environnement. Si nous voulons préserver la nature, si nous voulons conserver la nature, si nous voulons profiter de la nature, il faut qu'on consacre notre temps pratiquement toute l'année pour cette nature-là. Il faut reboiser, mais quand on est plus exigeant, on le fait en essayant de donner des indicateurs clairs. Et c'est ce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'a fait à travers la feuille de route gouvernementale en nous demandant de faire une campagne, mais aussi en exigeant non seulement que l'extension forestière doit atteindre 25%, mais aussi plus loin en disant mais pourquoi pas planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Cette conférence de presse a été l'occasion de faire le bilan des 3 dernières années. Retrouvons le ministre Folibazi Katari. Nous avons toujours mobilisé chaque année plus de surface à reboiser que ce qui était prévu normalement, qui était de 67 000. En dehors de la mobilisation des terres, on ne peut réussir un bon reboisement que lorsqu'on a la disponibilité des plants. Le troisième élément dans la réussite du reboisement, c'est bien la mobilisation. Reboiser l'étendue du territoire, tout le Togo, n'est pas une affaire d'un service, c'est une affaire de tous les citoyens. Animer la conférence de presse en prélude à la campagne de reboisement dans une forêt répond à l'objectif d'exprimer sa reconnaissance aux promoteurs des forêts. L'exercice est à sa 4e édition. Il a eu lieu en 2021 à la forêt de l'Odef à Davier, en 2022 à l'université de Lomé dans le jardin botanique et l'année dernière à Aniho dans la forêt urbaine de la commune Lac 1. Et parlant toujours de l'environnement, c'est désormais acté. L'exportation du charbon de bois et des bois de chauffe est interdite en République centrafricaine. Objectif, lutter notamment contre la déforestation et ses conséquences environnementales. Cette décision du gouvernement fait suite aux multiples plaintes des acteurs de la société civile. Selon l'article 227 du Code forestier centrafricain, les exportateurs de charbon sont passible d'une amende allant de 500 000 à 1 million de francs CFA. Et c'est les pluies qui arrosent les arbres. Le mois de juin sera marqué dans le sud du Togo par des fortes pluies. C'est l'alerte donnée cette semaine de l'Agence nationale de la météorologie du Togo, ANAMET. L'institution annonce des inondations sur cette partie du territoire. Hervé Segbonou. Les inondations annoncées, ce sera surtout dans les zones vulnérables et il est conseillé aux habitants de ces zones à risque de rester vigilants. Ce n'est pas l'heure de paniquer, mais plutôt de prendre des dispositions pour éviter ou limiter au mieux les dégâts. Afin de permettre aux citoyens de signaler des cas urgents causés par les inondations, le ministère en charge de la protection civile met à la disposition des populations un numéro vert. Il s'agit du numéro 170 afin de bénéficier de l'assistance des secours. Autre sujet de cette édition, les fidèles de Mahomet vont honorer le 5e pilier de l'islam qui consiste au pèlerinage à la Mecque. La première vague de pèlerins togolais pour le Hajj 2024 a quitté hier Lomé pour Arabie Saoudite. Alice Berthe Barandao. C'est l'ambiance qui a prévalu à la salle d'attente avant le départ. Habillés en différentes uniformes selon leur agence de voyage, les 340 pèlerins ont répondu à toutes les exigences du voyage. Quelques-uns expriment leur impression en ce grand jour de leur vie. Nous sommes fiers de partir pour faire Hajj. Je suis revendée, je suis en train de faire un peu et j'ai cotise l'argent. Quand j'ai gagné un peu, moi aussi j'ai dit non, je vais aller prier mon Dieu quoi. Je suis très content. Alhamdoulilah, je remercie Dieu. Ça c'est un don de Dieu quoi. Quand tu as la foi, il faut accomplir le Hajj. C'est pas une question d'âge, c'est une question de moyens. Donc quand tu dépasses l'âge de majeur, tu peux partir quand tu en as la moyen. D'abord, c'est un réel plaisir pour nous tous réunis aujourd'hui d'accomplir le pèlerinage à la Mecque. On souhaite un bon voyage, que le Seigneur nous amène en paix et qu'il nous ramène aussi en paix dans nos foyers.
Avant le départ, les pèlerins togolais ont reçu plusieurs conseils des autorités sur divers aspects pour le bon déroulement du Hajj en Terre Sainte. Le ministre de l'administration territoriale, Hodabalo Awate, qui avait à ses côtés le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Calix Batosi Majulba, a souligné les bonnes relations qui lient le Togo et l'Arabie Saoudite. Il leur a demandé d'être les ambassadeurs du Togo en respectant toutes les instructions qui leur seront données. Mon collègue, le ministre de la Sécurité et moi-même sommes venus dépêcher par son Excellence M. Faure Sosem Gnassingbé, le président de la République, pour venir vous transmettre ses souhaits de bon Hajj et que ce pèlerinage puisse vous permettre de prier pour votre épanouissement, pour le Togo, pour la paix et la quiétude au Togo et partout en Afrique. C'est l'occasion de vous rappeler que vous êtes les ambassadeurs du Togo à la Mecque et que vous devez respecter les lois et les règlements du Hajj afin que vous puissiez bien adorer Allah pour que le Hajj réussisse. Ils sont 2425 pèlerins togolais à s'enregistrer pour le Hajj 2024. 8 vols sont programmés à partir de ce 30 mai jusqu'au 6 juin prochain. Ces pèlerins ont pris leur vol à l'aéroport international Gnassingbé Yadéman. Le site a fait l'objet d'un exercice de sécurité hier. Il s'agit de l'exercice du plan d'urgence de l'aéroport Gnassingbé Yadéman et pour l'eau 2024. Il est question d'évaluer la réactivité des différents intervenants en situation de crise sur la plateforme aéroportuaire et aussi de préparer les participants à faire face à toute situation d'urgence. Paco Johnson. Un avion vient de décoller et contre toute attente, il n'arrivera plus à destination. Il y a un crash dans la lagune de Baie. Les appels au secours se font entendre au large de la lagune. Les riverains arrivent mais ne peuvent rien contre les flammes engendrées par le crash. Quelques minutes après, les sapeurs-pompiers arrivent. Ils tentent d'éteindre le feu. Les nageurs sauveteurs, de leur côté, mettent leurs canots de sauvetage à l'eau pour aller sauver les survivants. D'autres, les brancards en main, attendent sur les rives. Après quelques minutes de manœuvre, les survivants sortent de l'eau. Ok, tous ceux qui peuvent marcher, venez vers moi. Ceux qui ne peuvent pas marcher, couchez-vous. C'est bon? Ok, restez là. Les blessés graves sont évacués sur l'hôpital le plus proche. Le commandeur dresse le bilan du crash. Mais malheureusement, nous avons eu aussi 2 cas réels, un cas de brûlure et un cas de noyade effectif. Les autres cas, nous avons fait le tri au poste de regroupement des victimes et nous avons eu 6 urgences absolues, plus les 2 cas graves, les 2 cas réels. Donc en tout, 8 urgences absolues et 25 urgences relatives. Donc les urgences absolues, on les a amenées au poste médical avancé où nous avons fait les premiers soins, les gestes de premier secours. La visite des autorités sur le site afin de consoler les victimes a mis fin à cet exercice. Un débriefing a lieu à la fin de l'exercice. Kokouvi Achimi, commandant d'aérodrome à Seknan, partage le bien fondé de cet exercice avec le public. C'est un exercice qui a consisté à démontrer le sauvetage d'abord d'un accident en dehors de l'aéroport. Vous allez constater que l'accident n'a pas eu lieu sur l'aéroport et l'accident sur le sauvetage sur un plan d'eau. C'est pourquoi nous sommes allés au niveau de la lagune. Donc ça a mis en exergue la capacité des pompiers de la ville, de la caserne des sapeurs-pompiers de Lomé, de comment ils vont déployer leurs moyens pour sauver des passagers en détresse dans l'eau. L'objectif de l'exercice est atteint parce que vous-même vous pouvez constater qu'il y a eu une coordination et que les pompiers de la ville ont réellement répondu, ont assuré le sauvetage. Toutefois, et avec le débriefing, nous avons vu que certains points n'ont pas marché, que nous prenons en compte, que nous allons travailler les prochaines fois pour leur amélioration.
Ce 31 mai est observée la journée mondiale sans tabac. Cette année encore, l'Organisation mondiale de la santé et des défenseurs de la santé publique du monde entier se réunissent pour sensibiliser les populations aux influences néfastes de l'industrie du tabac sur les jeunes. Protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac est le thème retenu cette année. Rebecca Gogomna. Le thème de la journée sans tabac édition 2024 est un plaidoyer pour que l'on arrête de cibler la jeunesse avec des produits du tabac nocifs. En effet, protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac, les jeunes, les décideurs politiques et les défenseurs de la lutte anti-tabac du monde entier se voit ainsi proposer un forum pour discuter de ce problème et exhorter les pouvoirs publics à adopter des politiques qui protègent des jeunes contre les pratiques manipulatrices de l'industrie du tabac et des industries connexes. Bien que le tabagisme ait diminué au fil des ans grâce aux efforts déployés par les acteurs de la lutte anti-tabac, la protection de ces groupes vulnérables nécessite davantage d'efforts. À l'échelle mondiale, selon les données de 2022, au moins 37 millions de jeunes gens de 13 à 15 ans consomment l'une ou l'autre forme de tabac. Les produits tels que les cigarettes électroniques et les sachets de nicotine gagnent en popularité auprès des jeunes. Dans certains pays, les taux d'utilisation de la cigarette électronique chez les enfants d'âge scolaire sont 2 à 3 fois plus élevés que les taux de consommation de cigarettes. L'industrie du tabac vend délibérément aux jeunes une dépendance mortelle. C'est pourquoi la Journée mondiale sans tabac édition 2024 appelle les pouvoirs publics et la communauté de la lutte anti-tabac à protéger les générations actuelles et futures et à faire en sorte que l'industrie du tabac soit tenue pour responsable des dommages qu'elle cause. La page culturelle de cette édition, aujourd'hui vendredi, le magazine Rendez-vous Culture fait découvrir les atouts naturels du Togo. Cette variété d'atouts représente un potentiel pour le développement socio-économique du pays. Cela est géré de sorte à créer de la richesse pour les populations et lutter contre la pauvreté et abirer les monts. Les poissons pêchés dans la mer, des terres propices à l'agriculture, à l'élevage, la richesse du sous-sol et le tourisme sont autant d'atouts. D'abord, pays d'une superficie de 56 600 km², le Togo s'ouvre sur l'océan Atlantique au sud avec une bande littorale de 50 km. La population est de 8 millions d'habitants selon le recensement de 2023. On estime que le secteur agricole participe à 40% au produit intérieur brut et occupe 65% de la population active. Le pays compte 3,3 millions d'hectares de terres cultivables qui recouvrent 60% de sa superficie totale. S'agissant des forêts, le pays abrite une biodiversité riche qui offre le bois, le caoutchouc, les plantes médicinales, etc. Son écosystème est favorable à l'arrivée des touristes. Selon le ministère en charge du tourisme, près de 1 million de touristes ont visité le Togo en 2022. Le relief du pays en est pour quelque chose. Le littoral, les montagnes, les plateaux, les plaines, les vallées. Le Togo est traversé par la chaîne de monts Atakora. Le point culminant est celui du mont Dagou, 986 mètres d'altitude. La côte est d'une bande sablonneuse, la végétation attrayante, surtout au nord. La faune est variée avec des espèces protégées dans des parcs nationaux, Fazao Malfakassa, Sarakawa et Kiran. L'hydrographie est marquée par les fleuves Mono, Oti, Zio et Ao, ainsi que les grands bassins d'eau et des lacs. Autant d'atouts qui renforcent la légende du Togo comme pays très attractif et une destination privilégiée. Les sports, pour refermer cette édition, Guy Akbovi a rendu visite aux éperviers en regroupement, occasion de leur apporter un message. Pendant ce temps, la 9e journée des playoffs de la D2 nationale démarre cet après-midi. Solim Lemon. L'avant-dernière journée des playoffs de la D2 nationale démarre cet après-midi. En avancée à Kara, les deux équipes en tête se donnent rendez-vous. CDF Akounour reçoit Étoile Filante de Lomé. Un choc de haut de tableau qui décidera du vainqueur de la D2 nationale. Cette 9e journée prendra fin ce samedi avec les deux dernières rencontres. Ifodie Football Club accueille Arsenal Football Club au municipal d'Atakpamé, puis au terrain de Gossimé. Agaza Local offre son hospitalité à Asfosa de Lomé. Toutes ces rencontres débutent à 15h30.
D'un championnat à un autre, la D1 Lonato égrène son 24e chapitre ce week-end. 2 rencontres sont en avancée ce samedi. Toujours à partir de 15h30, Doumbé Football Club offre son hospitalité à AS Bina, au municipal de Kara, puis au stade Omnisport de Lomé. AC Barracuda croise Tambo Football Club. Les 6 dernières rencontres sont au programme dimanche à Kara, Sokodek, Balimé et à Lomé. Et puis, 3e journée des qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026. Les éperviers du Togo accueillent à domicile les Bright Stars du Soudan du Sud. En séance d'entraînement à huis clos hier, les 19 éperviers sur les 26 convoqués ont reçu la visite du président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Akpovi. Celui-ci est allé encourager les éperviers et leur apporter son soutien. Il a dit compter sur les éperviers pour des victoires lors des 3e et 4e journées de ces éliminatoires. Guy Akpovi a aussi félicité le staff des éperviers pour le travail abattu. Ainsi se referme ce journal un peu long. L'actualité oblige. Merci de votre fidélité d'écoute. Retenez pour l'essentiel que les nouveaux députés à l'Assemblée nationale ont adopté hier le règlement intérieur devant régir l'institution. C'était au cours de leur session de droit. Excellent après-midi en compagnie de nos programmes. Et.tg Radio Lomé.tg